beaucoup d'être avec nous sur France Culture. Vous êtes philosophe, professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie de l'Université de Columbia à New York, où vous dirigez l'Institut d'études africaines. Vous êtes né à Saint-Louis du Sénégal, vous avez étudié à l'École normale supérieure à Paris, vous avez enseigné durant 20 ans à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avant de rejoindre les États-Unis, d'abord à l'Université Northwestern à Chicago, puis donc à Columbia. Vous avez commencé avec la philosophie des sciences, puis la philosophie islamique. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, je vais citer les 2 derniers, Le fagot de ma mémoire, publié aux éditions Philippe Ray l'an dernier et qui est une autobiographie intellectuelle, et De langue à langue, l'hospitalité de la traduction, publié ce printemps aux éditions Albin Michel. Nous en parlerons tout à l'heure, puisque cette question de la traduction et de l'universel et du pluriel est au cœur de votre pensée, Souleymane Bachir Diagne. Mais d'abord, nous voulions évoquer avec vous l'actualité, marquée encore et toujours par la guerre en Ukraine et ses conséquences. Cela fait 3 mois et demi. Comment regardez-vous cette guerre? Est-ce, comme le dit le président ukrainien, une guerre qui engage, qui concerne tous les défenseurs de la liberté et de la démocratie? Quant au principe, effectivement, parce qu'effectivement, un pays comme l'Ukraine qui se voit agressé par la Russie, qui est en train de grignoter son territoire, évidemment, ça heurte tous les principes d'inviolabilité des frontières, de souveraineté et également de démocratie. Alors, les conséquences maintenant sont des conséquences mondiales. Et j'en veux pour preuve le fait que très récemment, le président de mon pays, du Sénégal, le président Macky Sall, en sa qualité non pas seulement de président du Sénégal, mais le président de l'Union africaine, vient de rencontrer Vladimir Poutine très longuement, dit-on, plus de 3 heures de temps, pour précisément parler d'une des conséquences nombreuses et diverses, les conséquences mondiales de cette guerre. Il était effectivement en Russie vendredi dernier et il est allé demander en fait à ce que les produits alimentaires, et notamment les céréales, mais aussi les engrais, ne soient pas touchés parce que effectivement le continent africain est particulièrement exposé. On parle depuis l'ONU, en a parlé très vite d'un ouragan de famine possible. Et ce que dit Macky Sall, il le dit encore ce matin d'ailleurs dans un entretien au Figaro, c'est que ça n'est pas une vue de l'esprit, que c'est une question urgente et que ça existe déjà en fait dans certains pays. Ça existe déjà. Effectivement, l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique est touchée. On sait qu'il y a une insécurité alimentaire très forte là. Et effectivement, si les semences n'arrivent pas en cette période, qui est la période précisément où on ensemence, il est à craindre non seulement pour la sécurité alimentaire immédiate aujourd'hui, mais également pour les récoltes qui devraient être dans un futur immédiat. Et donc les conséquences pour l'Afrique, de ce point de vue-là, sont tout à fait terrifiantes et justifiées que le président de l'Union africaine prenne son bâton de pèlerin pour aller rencontrer Vladimir Poutine. Il s'est dit rassuré à la sortie de l'entretien, mais pour le moment, il n'y a pas d'avancée parce qu'en fait, c'est tout de même la Russie qui bloque les exportations. Et Vladimir Poutine a dit à Macky Sall, selon Macky Sall, qu'il était d'accord pour laisser partir justement les céréales, notamment vers les pays du continent africain, mais que pour ça, il fallait que l'Ukraine démine, etc. Bon, on connaît tout ça. Donc, en tout cas, pour le moment, c'est bloqué. Une crise alimentaire, donc, qui arrive en plus à un moment donné où il y a aussi une très forte sécheresse, très importante sécheresse, en particulier dans certains pays du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Et oui, malheureusement, le Sahel est une région du monde où on prie souvent pour la pluie. Et là, la pluie ne semble pas être au rendez-vous, la sécheresse sévit en ce moment. Et donc, tous les facteurs qui vont aggraver la crise alimentaire qui s'annonce sont réunis. Il est donc effectivement tout à fait urgent que cette situation créée par la guerre en Ukraine soit débloquée. Évidemment, vous avez raison de souligner que les promesses qui ont été faites par le président Poutine mettent tellement de conditions qu'on s'interroge. En revanche, puisque la visite du président Macky Sall a été suivie de celle du ministre des Affaires étrangères en Turquie pour négocier des voies maritimes, on peut se dire que peut-être
que cette visite sera suivie d'effets. Le Sénégal, Souleymane Bachir Diagne, fait partie des 16 pays du continent africain qui s'étaient abstenus lors du vote à l'ONU du texte exigeant que la Russie cesse de recourir à la force contre l'Ukraine. Ce que n'a pas manqué de rappeler d'ailleurs Macky Sall avant son déplacement en Russie. Comment analysez-vous, comment interprétez-vous cette abstention ? Alors, justement, si le président Macky Sall a souligné que son pays s'était abstenu, que 16 pays africains sur les 54 du continent s'étaient abstenus, certains s'étant même simplement absentés du vote. Alors, c'est une situation, si vous voulez, rétrospectivement, maintenant qu'il est allé rencontrer le président Poutine, on aurait pu se dire que si le Sénégal avait voté autrement, cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Donc, on peut penser que ces pays, en adoptant une position de non-alignement, si vous voulez, ont préservé un pouvoir de négociation pour ce qui était de leurs intérêts à eux. Et n'ont pas simplement voulu faire nombre lorsqu'on a demandé de voter, faire nombre derrière les résolutions. Donc le fait que l'indignation qui est réelle, qui a été exprimée aussi devant l'invasion de l'Ukraine, soit une composante essentielle de ce qu'a été la réaction. Et de ce point de vue-là, cette indignation s'est exprimée. Mais il y a une marge entre l'indignation elle-même et sa traduction diplomatique. C'est-à-dire que ces pays ont fait au fond comme les autres pays, c'est-à-dire qu'ils se sont interrogés sur leurs propres intérêts internationaux. Quand, par exemple, en Europe, on décide des sanctions, on s'arrange quand même pour moduler ces sanctions en essayant de sauvegarder les approvisionnements en pétrole, en gaz. En gaz surtout, oui. Et donc, tous les pays peuvent exprimer une indignation sur le plan des principes et ensuite, au moment de traduire cette indignation diplomatiquement, s'aviser qu'ils ont aussi des intérêts et des intérêts à sauvegarder. Oui, et ça d'ailleurs, ça aussi, Macky Sall le dit ce matin dans le Figaro, quand il dit, en fait, nous, on n'a pas les moyens de contourner le système SWIFT, par exemple. Et c'est ça qui pose problème, y compris pour les engrais, etc. Là où, effectivement, d'autres pays peuvent contourner ce système. Là, lui, il dit on n'a pas des banques assez solides, en fait, pour ça. Oui, malheureusement, il faut se souvenir de la parole fameuse de la Realpolitik disant que les nations ont des intérêts et que ces intérêts-là sont ceux qui se négocient sur le plan international. Mais enfin, il faut quand même aussi affirmer les principes. Et c'est essentiel. Un pays comme l'Afrique, précisément attaché, si vous voulez, à des questions de souveraineté, une des meilleures décisions qui ont été prises après les indépendances d'ailleurs par les États africains, c'était de dire les frontières que nous avons héritées de la colonisation sont des frontières absurdes, mais nous allons les maintenir telles quelles. Sinon, c'est une guerre généralisée de remise en question de ces frontières. Et donc, effectivement, voilà un continent qui s'est fondé lui-même dans sa marche sur le principe d'inviolabilité des frontières. Par conséquent, ils comprennent parfaitement la résistance ukrainienne d'aujourd'hui. Il a beaucoup été dit que cette guerre redonnait une forme de contenu à l'Occident, avec dans le même temps le risque qui consisterait à croire que toute la planète pense la même chose avec le temps qui passe et à mesure que les conséquences de la guerre se font sentir. On voit bien que ça n'est pas le cas. Craignez-vous, Souleymane Bachir Diagne, un risque de fracture supplémentaire dans un monde qui est déjà très fracturé ? Malheureusement, c'est un risque qui est réel. Et d'ailleurs, on en voit les prémices aujourd'hui. Et dans un monde qui est déjà fracturé, j'aime à dire que ce monde est totalement tribalisé. Maintenant, nous avons un monde de tribus. Et de ce monde de tribus, nous devons faire à tout prix un vrai monde. C'est-à-dire le monde d'une humanité, parce qu'on se rend bien compte que les défis aujourd'hui, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, demandent que nous réagissions et que nous agissions en tant qu'humanité et non pas en tant que tribu. C'est le défi de la pandémie, c'est le défi climatique, toutes ces urgences sont là et il faut bien que nous y fassions face et que nous y fassions face en tant qu'espèce humaine, comme a dit le philosophe Étienne Balibar. Mais justement, vous le dites, la guerre, la crise climatique, évidemment, le Covid, tout ça, en fait, nous met vraiment face à cette nécessité, justement, de réagir en humanité, de savoir habiter la Terre ensemble, comme vous le dites aussi, à exercer notre responsabilité commune vis-à-vis de tous les vivants de la Terre. On est mis
devant cette nécessité de plein de manières différentes, et pourtant... Et pourtant, les forces de fragmentation tirent vers le bas. Et alors, il faut s'inscrire dans cette dialectique-là. Il y a à la fois la nécessité qui nous apparaît de répondre ensemble, de répondre en tant qu'humanité. Les efforts que nous faisons dans les différentes COP, si vous voulez, dans les différentes rencontres, dont cette COP 15 qui s'est tenue à Abidjan également et qui s'attaque à des problèmes comme la désertification. Donc l'idée qu'il faut s'unir, l'idée qu'il faut faire humanité ensemble et qu'il faut apprendre à habiter ensemble notre planète, elle est là. C'est de ce côté-là qu'il faut pousser, en se rendant bien compte que les forces de fragmentation sont également présentes et les combattre. Les combattre. Je reviens à ma première question sur la démocratie, le combat pour la démocratie. Je lisais dans une interview récemment, Souleymane Bachir Diagne, que vous parliez d'un affaissement du désir de démocratie. À travers le monde, à vrai dire, parce qu'on le voit sur le continent africain avec encore récemment des coups d'État, on pense au Mali par exemple, mais on le voit aussi sur les autres continents, avec effectivement des régimes qui peuvent tirer du côté de l'autoritaire, qui sont parfois imposés, mais qui sont aussi parfois suivis. Ah oui, ces régimes que l'on dit illibéraux sont le contraire de régimes démocratiques. Ce sont des régimes autoritaires. Et le pire, c'est en effet lorsque les populations semblent s'accommoder parfaitement de ces régimes autoritaires. Et en donnant cette interview, j'avais pensé également à un sondage qui avait été fait. Je ne me souviens plus des détails de ce sondage, mais qui semblait indiquer que les jeunes n'accordaient pas une priorité très grande aux valeurs démocratiques. Alors, il faut espérer que c'est parce que vivant en démocratie, on estime que ces choses-là seront là de toute façon. Sont acquises. Voilà. Mais ce manque d'engagement démocratique est quelque chose d'assez inquiétant. Alors, sur le continent africain, effectivement, aussi, là, on avait eu le sentiment à un moment donné, dans les années 90, au début des années 2000, que le vent démocratique avait soufflé. Et c'est vrai, d'ailleurs, que le continent africain, qui avait été jusque-là considéré comme un continent oublié des droits de l'homme et de la démocratie, est devenu un continent pour l'essentiel où la démocratie s'est réellement implantée. Des alternances démocratiques ont eu lieu, etc. Mais on a effectivement ces coups d'État. Et très récemment, heureusement que la malienne semble s'aviser quand même qu'on ne peut pas décider qu'un coup d'État militaire est une situation normale. Et donc, à au moins indiquer une transition plus courte. Oui, ils ont réduit à 2 ans le délai. Voilà, 2 ans de délai. On verra ce que la CEDEAO décide. Mais et le fait aussi que la CEDEAO ait décidé de ces sanctions-là était important. Parce que voilà une organisation régionale qui dit qu'il faut un minimum de convergence démocratique. Ceux qui ont dit que la CEDEAO n'avait pas à infliger ces sanctions, évidemment, ces sanctions sont pénibles non seulement pour le Mali lui-même, mais pour les autres pays de la CEDEAO. Le Mali et le Sénégal sont un seul et même pays, d'une certaine façon. Et l'idée que le Sénégal impose des sanctions au Mali est une idée insupportable. Mais par ailleurs, une organisation régionale d'intégration ne peut non plus se faire sans convergence démocratique. Il faut que ces valeurs démocratiques soient affirmées et soient réaffirmées encore et toujours. Et c'est la raison pour laquelle il faut se battre contre cet affaissement du sentiment démocratique. Et du désir de démocratie. Et du désir de démocratie. Nous parlions de Macky Sall en tant que président en exercice de l'Union africaine. Il faut préciser aussi quand même qu'actuellement, sur la scène intérieure, il est très contesté dans la perspective des élections législatives qui auront lieu au mois de juillet. Oui, alors, effectivement, j'ai vu qu'il y a eu des manifestations très importantes au Sénégal, avec l'invalidation de partis de listes à la fois de l'opposition et d'ailleurs de la coalition au pouvoir aussi à l'heure actuelle. Apparemment, avec toutes les difficultés techniques posées par l'exigence de parité homme-femme, qui était une très bonne décision démocratique du président Wade, et puis aussi les questions de parrainage,
apparemment, beaucoup de partis politiques et de coalitions se sont pris les pieds dans le tapis. Et donc, il faut espérer que ceci se règle au mieux parce que un pays démocratique comme le Sénégal n'a pas besoin de ce genre de contestation. Nous sommes aussi ici donc en France à 3 jours d'un premier tour d'élections législatives. Nous parlions de désir de démocratie. On voit bien que finalement même dans des démocraties solides comme est la France, on ne parle que de fatigue démocratique. Et oui, écoutez, les chiffres de l'abstention, je vous écoutais tout à l'heure en parler, sont quand même inquiétants. On a l'impression... Annoncé, après, voilà, on verra. Oui, on verra ce qu'il en est, mais même le fait que des électeurs expriment au début, au moment des sondages, que véritablement ces élections, ils s'en passeraient bien, cela est déjà inquiétant. Alors, s'il y a un sursaut à la fin et que finalement il y ait plus d'électeurs qui se présentent pour voter que ce qu'on attendait, c'est d'autant mieux. Mais encore une fois, de toute façon, les chiffres de l'abstention sont quand même importants, bien sûr. Ouais. Et aux États-Unis aussi, on a au pays où vous vivez, Souleymane Bachir Diagne, on a bien vu aussi à quel point la démocratie pouvait être fragile. On entendait ce matin encore les premières conclusions de la commission d'enquête sur ce qui s'est passé au Capitole en janvier 2021. Bon. Oui. Mais oui, alors le rapport qui est sorti dit, au fond, pour l'essentiel de ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole, que c'était une tentative de coup d'État. Voilà, c'est quand même ça, oui. Voilà, et on se rend compte de l'énormité de la chose lorsqu'à propos d'un pays comme les États-Unis, on prononce l'expression coup d'État. Et effectivement, ceci montre que la démocratie est aujourd'hui une valeur à défendre parce qu'elle est sur la défensive. Et comment on défend cette valeur ? Écoutez, en général, je crois que la bonne réponse à tout ce qui concerne les valeurs, c'est l'éducation. Et je peux comprendre que ce que cette réponse peut avoir si vous voulez, de décourageant, parce que l'éducation, ça déroule ses effets sur le long terme. Mais une éducation à la démocratie est probablement la seule vraie réponse. Il y a des mesures à prendre dans l'immédiat, j'imagine, mais la vraie bonne réponse est celle-là. Une réadhésion populaire véritablement, un engagement démocratique réel et une sorte de réconciliation des institutions et des populations, parce que les populations ne croient pas aux institutions, à l'establishment, et apparemment ça donne une sorte de prime à tout ce qui se présente comme anti-établissement. Oui, c'est ça, parce que aux institutions et puis aussi aux personnes, en fait, aux personnes qui sont au pouvoir ou qui veulent l'être. Et oui. On a l'impression, effectivement, qu'il suffit d'être là, d'être au pouvoir pour être victime d'un dégagisme, pour prendre un mot à la mode, qui s'exprime sur tous les continents. L'éducation à la démocratie, comment fait-on ça, Souleymane Bachir Diagne ? Écoutez, l'éducation à la démocratie, d'une part l'école, et puis l'information, parce que et une information, si vous voulez, qui soit une information crédible à laquelle les populations croient, parce qu'aujourd'hui, vous prenez les jeunes, quelle proportion des jeunes prennent leurs informations dans les réseaux sociaux ? Or, les réseaux sociaux ne sont pas faits précisément pour... Et ils amplifient ce phénomène de fatigue démocratique, si vous voulez, de scepticisme démocratique et de dégagisme dont je parlais tout à l'heure, ce scepticisme devant les institutions, devant l'establishment, etc. Et là, il faut bien se rendre compte que des mesures immédiates à prendre sont des mesures qui consistent à s'opposer à tout ce qui est fake news, qui est attaque frontale contre la démocratie, parce que les réseaux sociaux, c'est pas simplement des gens qui s'expriment spontanément, qui donnent leur avis, c'est également des gens qui travaillent à fabriquer des opinions. Les matins de France Culture en compagnie du philosophe Souleymane Bachir Diagne. Nous vous retrouvons dans 20 minutes après le billet politique et le journal que voici. Vous écoutez France Culture, il est 8h.
Il est 8h21 et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Souleymane Bachir Diagne. Vous êtes philosophe, professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie de l'Université de Columbia à New York, où vous dirigez l'Institut d'études africaines, auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie des sciences, la philosophie de l'islam et récemment des livres Le fagot de ma mémoire, publié aux éditions Philippe Ray l'an dernier, une autobiographie, un retour sur votre parcours et votre travail, et puis de langue à langue, l'hospitalité de la traduction, publié ce printemps aux éditions Albin Michel et qui a directement à voir avec l'universel que vous défendez. Vous circulez, Souleymane Bachir Diagne, entre 3 continents. Vous êtes né à Saint-Louis du Sénégal, vous avez étudié à Paris, vous avez enseigné durant 20 ans à Dakar et désormais donc aux États-Unis. Et c'est justement de mouvements que nous allons parler dans cette deuxième partie. Vous participez aujourd'hui et demain à l'École normale supérieure à Paris, à un colloque international qui s'intitule « Modernités africaines », avec un sous-titre qui, je crois, est important, conversation, circulation, décentrement, les 3 au pluriel. Et au cours de ce colloque va être lancé le programme Sud, au pluriel encore, de l'ENS. Vous êtes partie prenante de ce projet, Souleymane Bachir Diagne, et j'aimerais donc que vous nous expliquiez la philosophie qu'il y a derrière ce programme, qui aurait pu peut-être s'appeler Programme d'études africaines. Cela aurait pu. Programme Sud est plus large. Sud, comme vous l'avez indiqué, étant écrit au pluriel, c'est la meilleure traduction de ce qu'en anglais on appelle le Global South, le Sud global, d'une certaine manière. Par conséquent, oui, les études africaines auront une place centrale dans ce programme Sud, dans cette volonté qu'a eu l'ENS sous la direction de son nouveau directeur Frédéric Worms, de s'ouvrir à des réflexions sur de nouvelles compréhensions du monde. C'est un des aspects de ce programme Sud, qui soit une manière, poser un regard véritablement global sur le monde. Et multiplier les perspectives sur le monde, sortir d'un certain européocentrisme, pour l'appeler par son nom, pour regarder ensemble le monde, penser ensemble le monde, penser ensemble le présent. Et cela va se traduire très concrètement par des partenariats, des collaborations scientifiques, de nouvelles mobilités d'étudiants, d'enseignants en direction du Sud, et que ça ne soit pas simplement des mobilités du Nord enseignant le Sud, mais que ça soit véritablement des mobilités dans les 2 sens. Lors du lancement ce soir, il y aura notamment avec vous Achille Mbembe, qui avait été chargé par Emmanuel Macron de réunir des intellectuels, dont vous, Souleymane Bachir Diagne, pour réfléchir à des propositions en amont du sommet Afrique-France, qui s'est tenu en octobre dernier. Une des propositions, c'était de créer un campus nomade, justement, entre France, Europe et Afrique. Et donc c'est ça, là, qui va se mettre en place. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, nomade, Souleymane Bachir Diagne, et pourquoi cette notion de mouvement, justement, est-elle si importante ? Alors, justement, parce que c'est la meilleure traduction de ce décentrement dont vous avez fort justement indiqué qu'il est un des sous-titres de notre colloque sur les modernités africaines. Le décentrement est important. Comprendre que nous vivons dans un monde qui n'est plus un centre et une périphérie, mais un monde totalement décentré, et traduire ce décentrement sur le plan universitaire, sur le plan académique, et mener, comme je l'ai dit tout à l'heure, une réflexion commune. Pour vous donner une image très concrète de ce nomadisme, il est question de mettre en place dès l'an prochain, si on peut, on est en train d'y travailler, un cours pilote qui sera véritablement l'embryon autour duquel ces nouvelles compréhensions du monde, ces programmes Sud vont s'organiser. Et ce cours pilote sera fait à partir de la collaboration de plusieurs institutions. L'ENS, bien entendu, mais également l'Université Wits en Afrique du Sud, l'Université Iba Der Thiam, qui est une jeune université de la ville de Thiès au Sénégal, et puis le campus nomade mis en place par l'AFD. Voilà un petit peu ce que signifie le nomadisme. Le nomadisme, le décentrement, la circulation, tous ces termes-là indiquent bien de quoi il s'agit de faire, donc de traduire sur le plan pédagogique et académique, sur le plan de la réflexion, cette nouvelle compréhension du monde comme un monde décentré
qui est au cœur de la réflexion d'Achille Mbembe et des amis qu'il a invités à penser avec lui de nouvelles relations, une nouvelle manière de refonder la relation entre le continent européen en train de se constituer, une Europe en train de se constituer, et une Afrique, elle aussi, une Union africaine, elle aussi en train de se constituer. Oui, vous dites, dès qu'on pense qu'il y a un centre, on se trompe. Vous rappelez souvent, Souleymane Bachir Diagne, que le continent africain a longtemps été pensé par un centre autoproclamé qui aurait été l'Europe, que la vision portée sur l'Afrique a été longtemps déterminée par la vision de Hegel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela et nous dire justement à quel point ça a contribué à façonner un regard et à laisser des traces profondes dans la manière dont on peut regarder encore ce continent et son rapport par exemple à la philosophie? Oui, alors justement, Hegel, de manière fameuse, il est souvent cité pour ses paroles qui ont été les siennes, a estimé que le continent africain, dans sa partie subsaharienne en plus, ce qu'il appelait l'Afrique proprement dite, parce qu'il détachait. Hegel, d'abord, effectue une véritable vivisection du continent africain en estimant qu'il fallait en détacher l'Égypte. La civilisation égyptienne était bien trop brillante pour lui pour appartenir à ce continent. En détacher aussi la partie nord, qui était, selon lui, qui avait vocation, selon lui, à être rattaché à l'Europe, mais pas rattaché sur un pied d'égalité, rattaché comme colonie, et une colonisation dont il avait vu les prémices avec la conquête d'Alger par la France en 1830. Et puis ensuite, il y avait ce qu'il appelait l'Afrique proprement dite, qui était l'Afrique subsaharienne. Ce qui était d'ailleurs une manière d'envisager que le Sahara était un mur entre deux parties de l'Afrique, ce qu'il n'a jamais été. On oublie que le Sahara a été traversé de routes transsahariennes et que l'histoire intellectuelle du continent africain ne peut pas se comprendre sans comprendre qu'effectivement le Sahara était traversé de routes transsahariennes qui reliaient des villes comme la ville de Tombouctou au Mali à l'Andalousie, mais qui reliaient également d'autres centres intellectuels situés en Afrique subsaharienne à l'Égypte, à l'université d'Al-Azhar et puis au lieu saint de l'islam. Donc l'Afrique subsaharienne était déjà engagée dans une mondialisation islamique très ancienne. Et la ville de Tombouctou en particulier était une ville importante dans ce monde islamique. Alors si on comprend cela, on comprend également que l'histoire de la philosophie n'a pas laissé en dehors d'elle-même des régions entières du monde. Le monde islamique a hérité du monde grec de ce point de vue-là, a traduit, nous parlions tout à l'heure de traduction, a traduit cette philosophie grecque au double sens d'une traduction technique de la langue grecque à la langue arabe en passant par la langue syriaque, mais également a traduit, c'est-à-dire à penser ses propres réalités culturelles à travers le langage du platonisme, du néoplatonisme, etc. Et de ce processus-là, l'Afrique n'était pas absente, puisque des centres comme Tombouctou, des centres comme Djenné, des centres comme la mosquée de Gabaro au Nigeria actuel, tous ces centres-là étaient aussi engagés dans le mouvement que je viens de décrire. Ce qui fait que, par exemple, la logique d'Aristote était enseignée en Afrique subsaharienne dans ses centres intellectuels bien avant que le premier Européen mette les pieds dans cette région-là. Et cela, il faut le savoir, et il faut penser l'histoire de la philosophie d'une manière plurielle, de comprendre que la philosophie a parlé plusieurs langues, et pas seulement le grec, l'allemand ou les langues indo-européennes, et qu'elle a également parcouru plusieurs régions du monde. Voilà le genre de choses, par exemple, que le programme Sud de l'ENS a l'intention de penser. De penser. Cette vision finalement d'une Afrique fragmentée ou démembrée, comme vous pouvez dire aussi parfois Souleymane Bachir Diagne, ça a aussi fait que l'Afrique a eu du mal à être pensée comme un tout, ou à se penser même comme un tout de l'intérieur, dans un dialogue donc
enregistré avec François-Xavier Fauvel l'année dernière, vous dites Souleymane Bachir Diagne que vous refaites en fait la genèse du panafricanisme justement. Aujourd'hui, comment s'exprime ce mouvement, ces mouvements peut-être au pluriel là aussi panafricanistes, qui sont assez présents, je crois, notamment dans une partie de la jeunesse, non ? Oui, absolument. Et il faut bien voir, il faut comprendre l'histoire du panafricanisme et comprendre la manière dont aujourd'hui le panafricanisme se décline de diverses façons. Nous rappelions dans cette conversation que j'ai eue avec François-Xavier Fauvel que le panafricanisme était d'abord né dans le Nouveau Monde, en Amérique. Les pères fondateurs du panafricanisme, c'était le Jamaïcain Marcus Garvey, ensuite l'Américain W.E.B. Du Bois. Ce sont eux qui ont mis en place les différents congrès panafricanistes qui ont eu lieu à Manchester, à Londres, à New York, à Paris, à Lisbonne, etc. Avant une continentalisation du panafricanisme. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que, de manière symbolique, si vous voulez, le relais a été transmis de Du Bois à Kwame Nkrumah, qui allait être le premier président du Ghana. Et Nkrumah a toujours pensé que l'indépendance des États africains ne serait véritablement achevée qu'avec l'unité du continent africain. Et donc, pour lui, le panafricanisme, avec lui, le panafricanisme est devenu la volonté d'unifier le continent, alors de l'unifier tout en tenant compte de sa diversité. L'Afrique n'est pas un pays, voilà, si vous voulez, comme pour reprendre une expression consacrée aujourd'hui. C'est une Afrique plurielle dans ses cultures, dans ses sociétés, dans ses langues, on le sait. Mais il s'agit aussi, à partir de ce pluriel, de créer véritablement un projet africain. Et donc, aujourd'hui, ce que nous voyons dans la jeunesse africaine, c'est une autre manière de penser le panafricanisme. Ce n'est pas simplement unifier le continent, ce qui se fait par exemple sur le plan économique avec cette ZLECAf, cette zone de libre-échange continentale africaine qui vient de se mettre en place et dont on peut attendre beaucoup de choses importantes pour l'Afrique à venir. Mais enfin, cela commence simplement. Le panafricanisme dont se réclament beaucoup de jeunes aujourd'hui est un panafricanisme qui puise à toutes sortes de sources, et en particulier qui renoue en quelque sorte avec le panafricanisme des origines qui était, on va l'appeler un pan-négrisme. C'est-à-dire qu'il s'agit de beaucoup plus de voir les populations noires en relation avec les diasporas africaines, plutôt que la construction d'un continent comme un ensemble économique, culturel homogène. Et voilà, c'est ce à quoi nous assistons. Et ce panafricanisme-là est très actif aujourd'hui, en particulier dans les réseaux sociaux. Et on parlait de la jeunesse, Souleymane Bachir Diagne. Il y a une réalité démographique qui fait que les forces vives, la jeunesse d'aujourd'hui et plus encore celle de demain, va être dans les pays d'Afrique. L'Afrique représentera plus d'un quart de la population mondiale d'ici à 2050. Êtes-vous d'accord ? Je pense que oui, mais je vous pose quand même la question. Êtes-vous d'accord avec Achille Mbembe lorsqu'il dit, c'était dans une interview au Monde, le tournant planétaire de la condition africaine et la tendance à l'africanisation de la condition planétaire constitueront l'événement philosophique, culturel et artistique majeur du XXIe siècle? Ben oui, vous savez, les prospectivistes disent que la démographie, c'est un destin. Et donc, la démographie, c'est une réalité avec laquelle il faut compter. Les chiffres que vous venez de rappeler indiquent qu'il y aura une énergie humaine considérable concentrée sur le continent africain. Non seulement une démographie importante, mais une démographie jeune. Et ceci est important. Évidemment, la jeunesse, de ce point de vue-là, on peut considérer qu'elle pose problème parce que cette jeunesse, il faut la mettre à l'école, il faut l'éduquer, il faut la former, il faut lui donner du travail, etc. Donc ça, c'est le côté problème. Mais le côté atout, justement, et le côté positif, c'est que la véritable énergie, au fond, c'est l'énergie humaine. Et cette énergie humaine sera en Afrique à ce moment-là. Et c'est important.
Et ceci va accompagner ce que j'appellerais aussi un devenir africain du monde. Il y a une européanisation du monde, ça on le sait, on le constate. Il y a un devenir africain du monde qui n'est pas simplement démographique, évidemment, mais qui est également culturel, on le sait, depuis le début du XXe siècle, qui va être de plus en plus intellectuel également, comme il y a un devenir chinois du monde, un devenir indien du monde. Le monde va être traversé de devenirs nombreux et divers et variés. Il sera pluriel, il sera véritablement un monde décentré. Et Achille Mbembe a mille fois raison de dire qu'il est important de penser ce monde à venir et qui est déjà présent du reste, et de le penser philosophiquement. Il y aura là un tournant philosophique important. Et c'est aussi justement l'enjeu avec ce type de programme, l'enjeu aussi quand vous, Souleymane Bachir Diagne, effectivement, vous enseignez à Columbia, mais que vous faites aussi des conférences, des enseignements sur d'autres continents. Nous parlions de l'école normale supérieure, donc l'année prochaine, vous allez y passer 4 mois, je crois, avec un séminaire intitulé, pour le moment en tout cas, de l'universel. Alors justement, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous défendez avec cette notion d'universel, qui n'est pas l'universalisme. Et j'aimerais aussi que vous nous expliquiez en quoi cet universel n'est pas contradictoire avec une perspective décoloniale. Oui, alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'universel est très important pour moi. L'universel est à penser aujourd'hui, l'universel est à mettre en chantier. Nous le rappelions dans une première partie de notre conversation. Les défis qui sont les nôtres aujourd'hui commandent que nous nous projetions en tant qu'humanité sur un horizon d'universalité. Simplement, cet universel ne saurait plus être l'universel de surplomb d'une région du monde qui décrète a priori quel est le lieu même de l'universel et qu'elle confère l'universalité, et donc qui inviterait le reste du monde à s'aligner sur son universalisme supposé. Il s'agit de mettre en chantier un universel depuis le pluriel du monde. C'est l'expression que j'utilise toujours. Donc le pluriel du monde est premier, comprendre que le monde est premier, qu'il est bon qu'il en soit ainsi, et de dire qu'on ne peut pas non plus simplement laisser une sorte de pluralité chaotique qui serait le règne du relativisme généralisé, où chaque culture ne se justifierait que dans son contexte propre. Cela reviendrait à avoir des humanités juxtaposées et non pas une humanité. Et l'humanité serait une simple addition zoologique d'humanités séparées. Et donc cet universel-là, il faut le mettre en chantier, il faut pouvoir le penser, et c'est précisément ce que nous essayons de faire avec ce programme Sud à l'ENS, et le cours le séminaire auquel j'ai donné à titre provisoire ce titre-là s'emploiera à penser avec les étudiants qui viendraient suivre mes enseignements, s'emploiera donc à penser cela. Et pour moi, c'est une certaine façon de revenir à la maison, à la matière, comme vous l'avez souligné. Oui. J'étais entré dans une ENS qui était une ENS tout à fait classique, centre intellectuel français, et au moment où je suis plus proche de ma retraite que du début de ma carrière, revenir dans cette ENS pour parler du pluriel du monde précisément, et de l'orientation de ce pluriel du monde vers un horizon d'universalité, c'est une manière de boucler la boucle qui m'émeut. Je vais même utiliser un mot comme celui-là, qui m'émeut beaucoup. C'est aussi cette pensée-là, Souleymane Bachir Diagne, ce que l'on retrouve dans votre dernier livre, De langue à langue, l'hospitalité de la traduction. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer de quelle manière la traduction s'inscrit, illustre même, d'une certaine façon, cette pensée que vous venez de nous exposer? Oui, je crois que la traduction en est la meilleure illustration. Je reviens à la formule que j'ai employée, se projeter vers l'universel depuis le pluriel du monde. C'est d'une certaine manière faire se rencontrer nos différences qui sont inscrites dans les langues que nous parlons.
dire que le monde est pluriel, c'est dire que le monde, les humains parlent des langues différentes, qui sont autant de perspectives sur le monde. Une langue, ce n'est pas simplement un ensemble de mots, c'est également une manière de voir le monde. C'est un visage unique donné de l'aventure humaine, de la réalité, de la condition humaine. Et qu'est-ce qui fait que ces langues-là se rencontrent, se parlent et se projettent ensemble vers un horizon d'universalité? C'est qu'elles se traduisent. Donc la traduction, ainsi que je la comprends, ainsi que j'essaie de l'explorer dans cet ouvrage, est la manière de constituer, après le Babel de la dispersion et de la confusion des langues, une forme d'unité, une langue des langues. Et je cite à ce propos-là deux formules. L'une d'Umberto Eco, qui a de manière fameuse dit que la langue de l'Europe, c'était la traduction. Et je la complète par une formule qui, celle-là, est du Kenyan, de l'écrivain penseur kenyan Ngugi wa Thiong'o, qui dit « la langue des langues, c'est la traduction ». Voilà, par exemple, dans le cas de Ngugi, quelqu'un qui a décidé d'écrire dans sa langue maternelle, dans sa langue première, dirons-nous, qui est le Kikuyu, mais en même temps en disant que exalter ainsi sa langue, en faire une langue de création, de science, ce n'est pas s'enfermer dans une identité, c'est au contraire viser à partir de sa singularité et de cette identité-là, viser un horizon d'universalité qui nous est donné par l'ouverture de la traduction. Et donc, j'emprunte à Leila Dahli l'expression la traduction est un humanisme, entendu au sens d'une manière d'aller au-delà des tribus pour faire humanité ensemble, selon une expression que j'aime utiliser également. Oui, parce que la tribu, c'est ce qu'on appelle, on en parlait en première partie, quand on dit monde fragmenté, vous dites tribu, en fait, mais on parle de la même chose, c'est le repli, en fait. Mais oui, c'est le repli, et une conception tribale, justement, c'est une conception qui capture tout et qui empêche l'universel. Une division en tribus, c'est le fait de considérer, par exemple, que est vrai ce que ma tribu croit. Et on le voit en politique, l'idée de faits alternatifs. Prenez une expression aussi absurde, parce qu'elle est totalement oxymorique, elle est totalement contradictoire. Mais de faits alternatifs, ça veut dire qu'il y aurait des faits que j'accepte parce que je suis républicain, contre des faits qui sont les faits des démocrates. Voilà une conception tribale même de la vérité. On a l'impression que même des valeurs universelles comme les faits, les simples faits, sont capturées par une manière tribale de voir les choses. Une expression comme grand remplacement, c'est l'expression tribale par excellence. C'est une tribu qui remplace une autre tribu. À l'échelle de la société humaine, de l'humanité, du peuple humain, comme dit Jean-Luc Mélenchon, on imagine mal ce que pourrait signifier un grand remplacement. C'est étonnant parce que, justement, je le disais, et on en a parlé tout à l'heure, on est beaucoup sur le mode de la fragmentation en décrivant des sociétés divisées, fragmentées, éclatées, archipélisées. Bon, et ça correspond à une réalité qu'on ne va pas nier. Et vous, Souleymane Bachar-Diagne, vous ne parlez que de liens, que de pluriel, que de rencontres. Est-ce que, au bout d'un moment, c'est aussi un peu une forme de pensée de résistance? Ou alors, est-ce que c'est un effort intellectuel qu'on doit faire, en fait? Alors les deux, parce qu'effectivement, c'est un effort intellectuel de penser l'humain, de penser l'humanité au-delà des tribus. Je vous donne un exemple en évoquant ici un philosophe qui est important dans mes lectures et dans mon travail, le philosophe Bergson. Bergson dit la tribu, c'est facile, ça nous est donné. Nous avons un instinct de tribu. Tout naturellement, je considère que sont miens. Tous ceux qui me ressemblent, me sont proches, parlent ma langue, ont la même religion que moi, etc. Alors que, dit-il, l'idée d'humanité, eh bien, elle peut sembler abstraite, mais il faut la construire, il faut l'inventer, il faut la réaliser. L'humanité n'est pas donnée, elle est à réaliser, c'est une tâche. Et c'est en cela qu'il y a un travail intellectuel, effectivement, à mener. Alors, par ailleurs, évidemment, quand vous chantez l'humanité comme je le fais, l'accusation d'être naïf ou d'être d'un optimisme béat peut venir très facilement. Et c'est là qu'il y a le combat. Parce qu'il faut bien s'aviser qu'il y a des forces
qui s'opposent précisément à cette constitution du peuple humain, de la société humaine, et que ces forces-là, il faut les combattre. Et c'est pour ça que vous écrivez « optimisme n'est pas naïveté ». Vous l'écrivez à propos de la traduction, mais en fait, c'est ce que vous nous dites, Souleymane Bachir Diagne. Absolument. Optimisme n'est pas naïveté. Il ne faut pas être naïf, parce qu'en effet, chanter la traduction, ce n'est pas aussi dire simplement que toutes les langues vont se rencontrer et vont entonner ensemble et ce n'est pas à la oublier joie. que la domination par la langue, ça existe aussi. Et ce n'est pas oublier qu'effectivement, certaines langues sont dominantes, d'autres langues dominées, qu'il y a même des langues qui disparaissent, parce que d'autres langues sont présentes et les évincent, oui. Alors, puisque nous parlions aussi de circulation des idées, à la fin de votre livre « Le fagot de ma mémoire », vous parlez de ce concept forgé par Desmond Tutu et Nelson Mandela, Ubuntu. Est-ce que finalement, ça reste la voie, ça reste la direction à suivre? Je le crois. Regardons ce que Ubuntu avait pour fonction de réaliser, c'était une nouvelle Afrique du Sud qui sorte justement de la logique tribale. L'apartheid était un tribalisme. Le fondement de l'apartheid, c'était l'affirmation selon laquelle les sociétés humaines, les communautés humaines ne peuvent pas se mélanger de toute façon et qu'il faut qu'elles connaissent des développements séparés. C'est simplement ça la définition du mot apartheid. Eh bien, la victoire de la démocratie en Afrique du Sud aurait pu signifier une revanche des tribus qui avaient été jusque-là dominées contre la tribu afrikaner qui avait mis en place le système d'apartheid. Desmond Tutu et Nelson Mandela ont dit non, il faut sortir de la logique tribale et créer une société unie, une nouvelle Afrique du Sud qui serait une Afrique du Sud arc-en-ciel. Ils avaient choisi ce modèle-là pour parler de l'unité dans la diversité, disons. Eh bien, c'est ce qu'il faut réaliser à l'échelle du monde. Voilà pourquoi je crois qu'en effet, Ubuntu nous donne cet horizon d'universalité que nous évoquions ensemble tout à l'heure. Et que c'est dans cette direction-là, justement, que peut-être qu'il faut chercher dans le mouvement, dans les échanges, dans la circulation dont vous parliez aussi avec ce type de programme auquel vous allez participer, Souleymane Bachir Diagne. Absolument. Travaillons à l'Ubuntu. Enseignons l'Ubuntu. Construisons nos pédagogies sur l'Ubuntu. Merci vraiment, Souleymane Bachir Diagne. Je rappelle vos 2 derniers ouvrages. Le fagot de ma mémoire, donc publié aux éditions Philippe